Alors, donc, merci d'avoir accepté cette entrevue pour le moment. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous comprenez le malaise que crée quand même une candidature comme la vôtre dans le milieu journalistique? Les gens qui se posent des questions dès votre entrée en politique, mais il y a comme un malaise qui a été créé. Quelqu'un qui possède des médias, qui se lance en politique et qui sait peut-être devenir chef du parti. Alors, comprenez-vous ce malaise-là chez les journalistes? Oui et non. Oui, parce que, bon, on peut avoir une mauvaise appréciation de la dynamique, en tout cas de la mienne, et je pense aussi celle des entreprises. Non, parce que justement aussi, cette méconnaissance fait en sorte que c'est probablement utile qu'on prenne un peu de temps pour l'expliquer. Puis d'ailleurs, vous êtes d'une certaine façon l'illustration de cette problématique-là, c'est parce que vous avez dit, est-ce que comprenez-vous la difficulté ou la problématique là, que vous soyez propriétaire de médias? Ouais. Or, je ne suis pas propriétaire de médias. Il y a une entreprise qui est propriétaire de certains actifs sont des médias, et cette entreprise-là est une entreprise publique, une entreprise qui est gouvernée par un conseil d'administration qui décide de la direction, particulièrement donc du chef de la direction. Et chacune de ces activités-là sont régies par leur propre pratique. Et parce que en disant ça, c'est comme si vous preniez, et puis peut-être que votre passé vous amène à conclure de cette façon-là, mais c'est pas comme ça que ça fonctionnait, et c'est pas comme ça que ça fonctionne chez Québecor, dans le sens où le PDG ne donnera pas des instructions, et comme éventuellement certaines personnes seraient soupçonnées de le croire en pensant que tu vas écrire telle affaire ou tu vas t'orienter de telle façon. Les médias, et particulièrement évidemment les journaux de Québecor, étant donné qu'ils avaient été aussi et surtout lancés par mon père, je pense notamment au Journal de Montréal, donc il n'y avait pas d'éditorialiste, il n'y avait pas de position. C'était d'ailleurs sa fierté parce qu'il considérait que... Oui, mais ça, tout le monde en a. Je pense que ça fait partie aussi, et je dirais d'autant plus aujourd'hui, que, bon, compte tenu du fait que les sources d'information, de cueillette d'informations se sont multipliées, que pour faire, entre guillemets, aussi éventuellement une différence, et c'est d'autant plus vrai que je pense aussi que c'est devenu comme une tribune, les médias conventionnels, donc de pouvoir offrir sur une perspective et sur des sujets différentes opinions, et c'est pour ça qu'on va constater un nombre plus important peut-être de columnistes, de chroniqueurs qu'il y en avait antérieurement, parce que ça va devenir comme effectivement une tribune. J'ai envie de vous poser la question pour vous. Donc ça pour dire que il y a une équipe de direction des médias, et puis en plus de ça, il y a des conventions collectives, puis les conventions collectives, elles sont lourdes là, dans le domaine des médias, et s'il y a un élément justement qui a été longuement négocié et discuté dans le passé depuis des décennies, ce sont les considérations professionnelles, et particulièrement donc des questions qui concernent la diffusion, la détermination, la cueillette, et puis de l'information, et la liberté de pouvoir également donc en diffuser le plus largement possible. Comment vous définissez ça à un journaliste? C'est quoi son rôle dans une société, un journaliste? Là, je dirais qu'en même temps aussi, c'est sûr que, bon, tout dépendant évidemment de la publication auquel vous êtes rattaché. Je comprends que certaines personnes pourraient penser qu'on soit tous le même média, mais heureusement que c'est pas le cas, parce que il y a des gens qui sont susceptibles d'être intéressés par tel genre de publication et telle autre classe ou tel autre segment de la population par d'autres perspectives. C'est sûr que c'est vrai au Québec, mais c'est vrai partout en Occident. Là. Le Sun de Londres vendait 4 millions d'exemplaires pendant que le Times en vendait moins d'1 million. T'sais. Puis à côté du Sun, il y avait le Daily Mirror, et puis donc il y a aussi eu le Guardian. Donc c'est vrai au Québec, mais c'est vrai, puis dans le fond, c'est pas vraiment le Québec comme le Québec n'est que l'illustration de là où
la presse écrite a fleuri de façon significative. Donc, je pense particulièrement, évidemment, dans le monde anglo-saxon. C'est les mêmes choses en Allemagne aussi. Donc, il y a Die Zeit, mais aussi il y a Bild. Donc, on ne peut pas avoir une publication ou un genre de publication unique. Il va y avoir des perspectives différentes. Et ça va évidemment engager le journaliste dans une perspective différente. Si bien que, je dirais, dans une publication grand public, et de plus en plus, je pense que s'ils veulent se distinguer, il va falloir qu'ils fassent davantage de journalisme d'enquête. Ce qui n'était pas nécessairement le cas antérieurement, parce que le journalisme était appelé à davantage rapporter la nouvelle, puisqu'il y avait un décalage dans la livraison. On recueillait la nouvelle le jour ou le soir pour la publier ou l'imprimer la nuit et la livrer le lendemain matin. C'est sûr que toute cette séquence-là est disparue, premièrement, évidemment, avec la venue donc, des chaînes d'information, mais aussi et surtout, par la suite, la multiplication des canaux de diffusion avec la technologie, et plus particulièrement l'Internet et là, aujourd'hui, les réseaux sociaux. Donc, est-ce que dans cette explosion, les missions historiques doivent évoluer? Certainement. Et c'est la raison pour laquelle, alors, à ce moment-là, j'aurais tendance à penser que si vous voulez faire la différence, dorénavant, les journalistes ou les journaux conventionnels vont être appelés aussi à faire du commentaire et de l'enquête. Et c'est donc, donnez-moi un exemple de bon journaliste au Québec, selon vous. Ou de bonnes journalistes. Il y en a beaucoup, mais là, je ne commencerai pas à dire... parce que quand, tu sais, c'est comme la politique, on va se faire des choix. Alors, si on dit quelque chose, on dit, lui, il est bon, puis l'autre n'est pas bon. Mais non, mais là, comprenez. Je veux dire, lui, il est bon, ça veut dire que si je ne le mets pas dans la liste des bons, il est mauvais. C'est pas ça du tout. Parler d'enquête. Donc, quand vous dites qu'à l'avenir, les journalistes, les médias vont devoir peut-être privilégier notamment les enquêtes. Donc, des journalistes d'enquête, ça vous viendra à l'esprit à ce moment-là. Bien, évidemment, on a tous en tête aussi Enquête. Donc, à Radio-Canada, et c'est la raison également pour laquelle j'ai eu, moi, donc, le privilège, entre guillemets, là, de dire que ça m'apparaissait une très mauvaise affaire pour la démocratie. Tous les gestes qui étaient posés actuellement par le gouvernement Harper, qui donne des directives, évidemment, au CRTC et ou éventuellement à Radio-Canada, on ne le sait pas, mais dans le fond, à la fin de la journée, là, comme disent les Anglais, c'est le gouvernement Harper, parce que s'ils voulaient en faire autrement, évidemment, ils engageraient une politique différente, une politique qui serait amenée, alors, à ce moment-là, à mettre en valeur Radio-Canada, ce qui n'est pas le cas. Mais certainement, puis ça, évidemment, je suis loin d'être le premier de l'avoir dit, puis on est obligé de tous reconnaître que il y a des efforts qui ont été faits du côté d'enquête qui ont fait en sorte qu'on arrive ultimement à la commission Charbonneau. En même temps, je comprends que aussi les collaborateurs et les collaboratrices de Radio-Canada vont dire qu'ils sont à l'origine, mais je pense que ça a été aussi un travail de l'ensemble de la profession. Il n'y a pas eu... On a fait avec André Noël, André Cédillo. Exactement. Et puis ça c'est, disons qu'il y avait une certaine... compétition, même saine compétition entre les médias à cette époque-là. Exactement. Et bon, pour illustrer un petit peu, je dirais, le rôle d'un PDG là, pour démystifier ce que éventuellement on m'attribue, mais j'avoue là, que effectivement, parce que c'est ça aussi un PDG, il faut que ça regarde les actifs dont il a la responsabilité et les orienter dans l'avenir. Alors oui, c'est vrai, à un certain moment, j'ai dit à nos équipes, j'ai dit, il faut s'engager nous aussi dans le journalisme d'enquête, et donc vous devriez créer cette cellule, puis donc ils sont partis, puis ils ont créé une cellule dans... Exactement. Mais c'est pas moi qui va choisir les journalistes, mais je vais orienter en disant, bon, si, parce que je le considère profondément, tu sais, le rôle primordial des journaux à l'intérieur de la démocratie, et c'est d'autant plus vrai que c'est la presse écrite en général qui offre le plus important contingent de journalistes. C'est pas nécessairement la télévision, mais alors à ce moment-là, si vous voulez assurer la pérennité d'une publication et donc de la vivacité de la démocratie, vous devez faire en sorte de vous engager dans les créneaux qui vont vous permettre d'arriver à vos objectifs. Et c'est ça le rôle d'un PDG
clé que de dire engagez-vous dans cette direction. Mais une fois que vous avez dit ça, vous avez déterminé les budgets, les moyens, bien évidemment, c'est pas le grand patron qui va s'occuper de déterminer quels vont être les effectifs. Là. Comment est-ce que vous réagissez? Il y a beaucoup de journalistes dans la profession au sein de la FPJQ en tant que telle, là, qui se définissent souvent comme étant des gens qui travaillent pour le public et non pas pour l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Comment vous réagissez à ça, ce genre de... Bien, je dirais les deux, mais s'ils travaillent pour une entreprise, là, c'est pas le public qui font le chèque de paye. Là. C'est une entreprise, si elle n'est pas publique, elle doit être rentable. On a comme tendance à oublier que si c'est pas le cas, ben alors à ce moment-là, il va y avoir péril à la demeure et la publication à terme va disparaître. Là. Et Dieu sait si depuis quand même quelques années, on constate partout en Occident la disparition de journaux et ce qui était antérieurement probablement un socle de béton inattaquable comme le New York Times ou le Washington Post, ben eux autres aussi ont fait l'objet, parce que c'est incontournable, des développements technologiques qui ont amenuisé et fragilisé le socle sur lequel ils sont établis. Donc dans ce sens-là, c'est pas désincorporé, c'est pas de désincarner là, un journaliste. Et puis si on demande par exemple à un collaborateur du Journal de Montréal de faire de la grande analyse politique, c'est pas son métier de faire ça, c'est pas son public. Et donc, là, le produit, son lecteur ne retrouvera pas ce qu'il est habitué. Donc, dans ce sens-là, c'est à la direction de déterminer la mission, parce que sinon, ça va être le free for all, ça va être l'autogestion. Mais je veux bien que l'autogestion existe, mais malheureusement, c'est pas la mission de l'entreprise, d'autant plus lorsque elle appartient à une entreprise de médias qui elle-même est redevable à l'égard des créanciers, à l'égard des actionnaires, à l'égard de la collectivité en général, tu sais. Ouais. Mais sans aller jusqu'à parler d'autogestion, certains ont vu dans cette mutation accélérée des médias une pression aussi pour s'identifier de plus en plus à l'entreprise et davantage qu'à la mission d'informer. C'est-à-dire c'est un peu comme s'il y avait pu y avoir une contradiction, aussi bien à Radio-Canada d'ailleurs que dans les médias privés, là, surtout avec une période où les médias sont en compétition. C'est un peu comme si on avait forcé à l'interne les gens à s'identifier plus à l'entreprise pour laquelle ils travaillent qu'à la mission qui est celle d'informer librement, de façon indépendante et tout ça. Oui, mais encore une fois, j'ai comme tendance à passer de la façon dont vous décrivez ça, c'est comme on vivrait dans une espèce de monde socratique ou platonique ou platonicien, dans le sens que la réalité des choses fait que les publications sont en concurrence. Ouais. Et le Montréal Matin est en concurrence avec le Journal de Montréal, puis parce qu'il n'a pas été en mesure de pouvoir rencontrer les expectatives de son lecteur ou de ses lectrices, bien, il est disparu. Puis ça a été la même chose pour le Montreal Star. Et elles sont nombreuses, les publications qui sont mortes. Donc, si vous n'avez pas de mission, si vous n'avez pas une direction solide, si vous n'avez pas cet objectif de maintenir la rentabilité, de vous adresser adéquatement à votre public, ben là, malheureusement, je ne sais pas qui va financer les journaux. Hein. Il y a d'autres régimes qui existent là, en Europe, notamment en France, où la presse est subventionnée. Ben, ça fait le temps que ça fait, ça, parce que là, même les Français, ils commencent à avoir des soucis sérieux au niveau de leurs finances publiques. Alors, un journal comme l'Humanité, on ne pourra pas demander à l'Humanité de faire ce que faisait le Figaro, et l'inverse est vrai aussi. Alors, un journaliste de l'Humanité, est-ce qu'il va défendre les positions du Parti communiste français et ou du Front de gauche? Oui, c'est vrai, parce que c'est son public. Puis les exemples sont nombreux. Là. On peut aller en Italie, on peut aller en Grande-Bretagne, on peut aller en Allemagne, en Espagne. Puis s'il y a un journal qui s'adresse davantage à une clientèle qui est intéressée de divertissement. Et si, par exemple, l'équipe, vous commencez à faire de la politique dans l'équipe, ben, ça ne marchera pas. Là. Donc, il y a des créneaux, là, c'est réel. Aussi, c'est un peu comme si le modèle d'affaires de tous les médias là, actuels est remis en question. C'est un peu comme si, est-ce que les publicitaires vont suivre le passage au numérique? Est-ce que le modèle d'affaires tient basé sur la publicité? Donc, on est confronté à ça. Vous voyez ça comment?
Oui, c'est une période difficile, puis je pense qu'il n'y a personne qui est capable éventuellement d'envisager de quoi l'avenir va être définitivement consacré. Et bon, cette évolution, elle date pas d'hier. Je l'ai dit à plusieurs reprises. J'ai essayé d'expliquer au moment opportun, en temps et lieu, qu'il y avait une évolution profonde et si nous continuions à travailler comme nous l'avons fait dans les années 70, alors que la presse écrite régnait en reine et maîtresse plutôt qu'en roi et maître, ben, c'est parce que là, on a constaté que l'Internet, ben, 30-35% des revenus qui étaient ceux qui étaient les annonces classées ont disparu. Puis ensuite, il y a eu là aussi une espèce d'amenuisement ou une déliquescence des revenus publicitaires liés au fait que les jeunes, parce que dorénavant, il y avait des moyens alternatifs de s'informer et de se divertir, ont cessé d'acheter des journaux. Et moi, quand j'étais au collège, le professeur, il nous obligeait à lire le devoir. Tu allais le lire. Mais je pense pas que des choses comme ça, aujourd'hui, continuent à exister. Donc, c'était la voie royale pour s'informer. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et donc, en conséquence, les façons de faire doivent évoluer. Et lorsque vous proposez un certain nombre de choses, mais qu'on part avec les mêmes prémices qui étaient celles antérieurement, ben là, à ce moment-là, il y a une espèce de choc, il y a une rupture. Et c'est ce qui s'est produit, tristement, là, avec les conflits au Journal de Montréal. Et puis, on n'a pas été capable de comprendre qu'il y avait une évolution qui nous obligeait à modifier nos façons de faire. Ou bien, alors, à ce moment-là, ben, vous dites, bon, mais en même temps, je ne suis pas sûr que ce soit complètement pérennisé. Là. Je ne souhaite pas ça. Mais autant dans le passé, le devoir a eu besoin de mon père pour assurer sa pérennité, autant encore aujourd'hui, à moins qu'on dise qu'on ne veut pas faire d'argent, puis d'ailleurs, ils n'en font pas, ou s'ils en font, ils en font juste un peu. Mais c'est pas eux qui vont avoir les moyens, justement, quand on dit, ben on laisse tomber l'information internationale. Et dans ce sens-là, je suis tout à fait derrière vous. Je pense que c'est la mission d'un groupe comme Radio-Canada, la télévision d'État, de pouvoir procurer cette capacité-là, parce que les moyens financiers au devoir n'existent pas. Et donc, en conséquence, on doit... C'est comme là, presque une mission publique, là, un service public, là, dans le sens où on a besoin autant d'informations internationales qu'on a besoin de routes, ou on a besoin de ponts, d'infrastructures routières. Dans toute cette transformation-là dont on parle, il s'est produit aussi un effet, je dirais, c'est on parle de plus en plus de concentration de la presse. C'est quoi votre opinion sur ça, la concentration de la presse? Oui, mais toutes les industries se concentrent. Alors, je comprends que des artisans de la presse ou des médias souhaiteraient ne pas être une industrie, mais c'en est une aussi. Et donc, en conséquence, les tendances qu'on retrouve ailleurs, je vois pas... Vous pensez que c'est inévitable? Ben oui, c'est inévitable. Inévitable, parce que sinon, c'est la fermeture des autres entreprises. Et on constate, là, mettons, McClatchy, qui est un groupe de presse aux États-Unis, ça fait 2 fois qu'ils font faillite. C'est sûr qu'en même temps, à chaque fois qu'ils font faillite, les effectifs diminuent de façon significative, ce qui entraîne la fermeture des journaux. Alors, il s'agit d'avoir des assises financières solides. Ou bien, alors, à ce moment-là, bon, puis moi, je me suis toujours interrogé encore aujourd'hui, mais vous savez, il y a des gens aussi qui considéraient que détenir des médias pouvait leur procurer de l'influence politique d'ailleurs. On peut prendre comme exemple Robert Hersan. Il est propriétaire du Figaro, puis de François, il était même député, puis il y avait même un groupe à l'Assemblée nationale. Et il détenait ça, lui, à titre personnel. Alors, c'était, puis d'ailleurs, cette expression est consacrée chez les Français, c'est comme une danseuse. Donc, alors, à ce moment-là, là, on peut s'interroger sur la fonction et éventuellement, est-ce que on utilise ça et on utilise ses moyens pour faire valoir son point de vue ou sa perspective? Et c'est possible aussi qu'il y ait d'autres médias ici au Canada que ce soit le cas. Je sais que certaines personnes s'intéressent pour déterminer si Jessica fait de l'argent ou non. Je constate que le MEDAC avait entrepris à un certain moment une action en justice pour déterminer, pour avoir les états financiers de Jessica.
la direction leur a toujours refusé et ils sont allés devant les tribunaux, le MEDAC a gagné, Jessica a fait appel, je pense que c'est encore devant les tribunaux, et prétendent-ils que ça pourrait être problématique pour eux au niveau concurrentiel, que c'est ça leur argument, là, qu'on sache si oui ou non Jessica fait de l'argent. Parce que une entreprise publique, sa vocation, c'est d'être rentable, parce que s'il n'y a pas de rentabilité dans une entreprise, elle disparaît, et évidemment, les actionnaires, qu'ils soient institutionnels ou qu'ils soient particuliers ou individuels, ont vocation, puis les institutionnels, jamais oublié, il y a des gens qui gèrent les retraites aussi de tous les individus, de tous les citoyens. Donc, il y a une obligation de résultat, parce que sinon, il n'y aura pas de capacité de pouvoir rencontrer les obligations qui sont celles auxquelles les citoyens ont droit, c'est-à-dire d'avoir une retraite décente. Donc, ce sont... tout ça est quand même un petit peu attaché ensemble. Il n'y a pas de machiavélisme là-dedans. C'est un écosystème qui fonctionne. Alors, si vous avez des médias qui, eux, ne sont pas rentables, alors quelles sont les motivations de maintenir des choses semblables? Je pense que c'est utile. Vous pensez que c'est presque inévitable qu'il y ait ce genre de concentration de la presse à cause des problèmes financiers puis auxquels on est confronté? Oui, effectivement. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il y a lieu d'intervenir? À moins d'avoir une télévision publique, un média public. Ou alors, à ce moment-là, vous financez de façon publique les journaux. Comme je vous dis, il y a des traditions dans d'autres pays. En Amérique du Nord, c'est pas le cas. Dans le monde anglo-saxon, en général, c'est pas le cas. Et c'est d'autant pas le cas que, aussi, je pense que c'est important de mentionner, c'est que la presse, en général, aussi, est plus indépendante. Dans le sens où elle n'est pas associée à une perspective, à un parti politique ou un chaîne d'opinion. Et alors, à ce moment-là, je dirais qu'ils sont plus commercialement engagés dans une mission d'information. Vous, comme Premier ministre du Québec, est-ce que vous... Bien là, je pense que c'est très hypothétique et je ne répondrai pas à votre question parce que je ne suis pas Premier ministre. Comme chef du Parti québécois. Je ne suis pas chef du Parti québécois non plus. Comme homme public et comme homme politique, est-ce que vous pensez qu'un gouvernement devrait intervenir pour tenter, à tout le moins, d'encadrer l'ensemble des médias d'une certaine manière à cause de cette situation de concentration de la presse? Est-ce que le gouvernement doit intervenir dans ce secteur-là? Non, je ne crois pas parce qu'ils n'en ont pas véritablement le moyen. Je ne vois pas quel genre d'intervention le gouvernement pourrait prendre. Forcer des dispositions d'actifs. J'ai tendance à penser que les jeux sont faits. Et les jeux sont faits parce que cette tendance-là était comme incontournable, parce que c'est une industrie. Quoi qu'en disent les artisans qui pensent que c'est plus qu'une industrie, mais c'en est une aussi, parce que à moins de ne pas être assujetti justement au financement public, ben, vous êtes voué à assurer la rentabilité, la pérennité, sinon c'est la disparition. Mais il y a déjà eu des interventions, puis il y a déjà eu des rapports aussi dans le passé. Si on remonte, il y a très longtemps. Ah oui, mais des rapports, il y en a eu pendant 20, 30... On a même bloqué l'achat de Télémétropole, comme on l'appelait à l'époque, par M. Desmarais. C'était sous l'époque de Robert Bourassa. Donc, c'est déjà arrivé que le gouvernement décide d'intervenir. Oui, mais bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, les configurations sont différentes. On parlait des nouveaux médias. Donc, ça fait partie d'un environnement qui permet de s'informer ou de se divertir différemment, ce qui n'était pas le cas antérieurement. Puis honnêtement, bon, c'était, je pense, Power qui voulait acheter le Canal 10, alors que, bon, il y avait le Soleil puis la presse. Non, le Soleil ne faisait pas partie peut-être encore du groupe, là, parce que c'était dimanche matin, c'était Pierre Francoeur qui avait ça, ou Jacques Francoeur, le groupe Unimédia. Écoutez, je ne connais pas nécessairement toutes les raisons pour lesquelles la transaction... Non, mais ce que je voulais exprimer là-dessus, c'est que c'est déjà arrivé qu'un gouvernement décide que... Oui, mais refuse une transaction. C'est ça. Mais ils ont refusé une transaction. Donc là, c'est pour ça que je vous dis, c'est comme les jeux sont faits, parce que les transactions ont eu lieu, la consolidation a eu lieu. Bon, le bureau de la concurrence aurait pu, il y a eu une transaction récente, là, refuser que Transcontinental achète les hebdomadaires régionaux de Québécois. Bon,
on a constaté que des représentations ont été faites de la part des partis. Le Bureau de la concurrence a accepté. C'est eux qui ont compétence en cette matière. L'autre, c'était peut-être une considération différente parce qu'il y avait le CRTC aussi qui était en cause. Ouais. Alors, un autre dossier où beaucoup de journalistes demandent au gouvernement d'intervenir, c'est sur le dossier de la protection des sources. J'entends, moi, que peut-être même que la commission Charbonneau, dans son rapport, pourrait soulever cet élément-là. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose d'intervenir pour que les journalistes puissent protéger leurs sources? Non, les sources doivent être protégées à tout prix, parce que sinon, ça va être le festival de l'intimidation qui va se produire, et donc, en conséquence, on n'a pas accès... Donc, vous seriez favorable à une intervention de ce type-là là, pour protéger les sources des journalistes? Bien, à ma connaissance, c'est l'état du droit. Je n'ai pas vu de tribunaux. Ça veut dire que les tribunaux, il y a comme certaines ambiguïtés. Ma chouette de Daniel Leblanc du Globe and Mail. Ouais. Il y a eu des contestations judiciaires, mais à ce jour, et tous les médias sont derrière. Ça a été plus par la porte de côté que par la porte centrale, si on veut, que ça lui a été reconnu. Son droit de ne pas divulguer qui était la chouette là, dont on parle à ce moment-là. Mais il n'y a pas encore eu... il pourrait y avoir une action législative là, encore plus déterminante là, qui préciserait hors de tout doute l'interprétation qu'on doit... Vous pourriez être favorable à ça. Non, tout à fait. Dans un autre genre d'idée, et je reviens un peu à tous ces changements-là de modèle, il y a eu beaucoup de gens, puis j'ai entendu à un moment donné quelqu'un dire il ne faudrait pas que Pierre-Carl Pellado devienne Berlusconi. Comment vous avez réagi à ça? Est-ce que vous voyez qu'il y a des parallèles ou est-ce que c'est... Là, on ne parle pas évidemment de son comportement personnel. Bien, je ne suis pas si certain que ça, là, tu sais, c'était pour employer des images fortes, là, mais ce sont des adversaires politiques qui les ont utilisés, en prenant évidemment aussi le soin de dire non, c'est pas ce que je voulais dire. On comprend très bien en quoi ça consiste, parce que c'est pas nécessairement ce qu'on va retenir là, de l'intervention. Ce qu'on va retenir de l'intervention, c'est de dire c'est Berlusconi, pas la réserve éventuellement qui l'aura précédé ou qui l'aura succédé, là, tu sais. Donc, je trouve que c'est un petit peu, évidemment, fort de café, pour ne pas dire frôlant la diffamation. Mais, en temps et lieu, le cas échéant, si ça devait se renouveler, mais je prendrai les décisions qui s'imposent. Il y a aussi le cas de Michael Bloomberg, qui, lui, a été donc maire de New York. Est-ce que vous avez pu voir à travers ça aussi quelque chose qui est un parallèle avec vous, si jamais vous deveniez, vous, dans une position d'autorité comme Premier ministre? Évidemment, c'est hypothétique, mais il faut quand même juste voir le modèle. Est-ce qu'il y a un modèle dont on pourrait s'inspirer pour empêcher justement que le groupe auquel vous avez été associé, que vous êtes associé, puisse avoir des incidences directes sur des décisions gouvernementales? Comme Bloomberg, c'était à titre de maire. Là, on parle à titre de premier ministre. Là, il y a pas de monde à New York, c'est en plus de ça. Oui, c'est ça. C'est comme une grande ville. Ben là, j'aurais comme tendance à penser que, effectivement, ça s'est fait ailleurs et qu'à cet égard, aucun... Je ne pense pas que de quelques controverses aient été créées. Il y en a des gens honnêtes sur la planète, là, heureusement. Alors, moi... je ne crois pas non plus avoir fait l'objet de quelques controverses que ce soit. J'ai payé mes impôts, j'ai dirigé adéquatement mes entreprises, j'ai réussi ce qu'on pourrait considérer être quand même un virage là, d'une entreprise qui était très industriellement intégrée, de la pâte au papier en passant par l'imprimerie et l'édition, dorénavant vers les télécommunications et l'économie numérique. Ça s'est fait quand même avec grande efficacité. Des fois, je me dis que sans être un précurseur, mais toutes les entreprises de médias se sont dirigées par la suite vers ce modèle là, qui était tant décrié à l'époque là, de la fameuse convergence, mais que ce soit les entreprises américaines, les entreprises françaises, même les télévisions de l'État, s'intègrent aussi à l'intérieur de cette vision-là parce que c'est celle qui va permettre d'assurer la pérennité compte tenu des changements technologiques auxquels on a eu à faire face. Là. Et celles qui ne s'engagent pas dans cette direction-là, selon moi, sont appelées à périr purement et simplement en disparaissant. T'sais. La question des mécanismes maintenant.
pour, à tout le moins, protéger, que ce soit en termes de perception ou en termes de réalité. Il y a eu beaucoup de discussions autour des mécanismes, des mesures auxquelles vous seriez prêt, vous, à vous plier si jamais vous prenez le pouvoir. Ouais. Vous pensez à quoi? Bien, certains commentateurs de la vie politique se sont amusés à ça, mais il y en a qui en ont de l'honneur sur la terre, tu sais. Et puis, moi, j'ai dit au moment où, bien que la loi ne m'y oblige pas, si j'étais élu comme chef du Parti québécois, et le cas échéant, donc par voie de conséquence, chef de l'opposition, parce que c'est aujourd'hui le parti de l'opposition officielle, que je m'engagerais à déposer mes actions dans une fiducie ou un mandat sans droit de regard, et que tu ferais une déclaration sur l'honneur. Ouais. Parce que, bon, c'était, oui, en même temps aussi un signe fort. J'ai pas eu l'occasion de préciser parce que c'était peut-être pas utile à ce moment-là. Mais moi, je suis jamais intervenu dans les salles de rédaction. C'est pas moi qui écris les papiers, puis c'est pas moi qui donne les orientations. Et je pense que ça serait inacceptable. Et ça se serait très rapidement. D'ailleurs, je sais pas si vous voulez le prendre ou non, mais moi, je trouve ça un petit peu anecdotique quand Enquête là, a mis des effectifs pour voir Québécois, puis Québécois, puis Québécois. Tu sais, ils n'avaient pas trouvé grand-chose. Là. Maintenant, la grosse affaire, c'est qu'il y avait eu un changement dans un palmarès. Puis c'est tellement drôle parce que je le vois de temps en temps. C'est John Porter à Québec, il avait été tassé puis pour mettre René Angélil. Tu sais, si ça, là. Puis après ça, ben, on a fait une espèce de parallèle, douteux d'ailleurs, parce que c'était au moment où Murdoch s'est fait pincer avec les écoutes électroniques, là, puis il y a une grosse commission, puis là, bon, puis en plus de ça, je n'ai pas trouvé nécessairement très honnête le fait que les gens qui étaient interviewés là, c'était pour la grande partie des gens qui faisaient partie du comité de mobilisation au moment du conflit. Donc, est-ce que c'était vraiment honnête? Tout ça pour dire que, moi, je ne me suis pas mêlé d'orientation journalistique. Il y a des professionnels qui le font et c'est toujours comme ça que les médias de Québécois ont travaillé. Puis, j'ose espérer qu'ils vont continuer à travailler. Il y a l'Institut de la gouvernance, Michel Nadeau et puis M. Allaire qui sont intervenus, mais je me rappelle ce qu'ils avaient dit, c'est que ce ne serait pas suffisant, une fiducie sans droit de regard. Il allait même jusqu'à dire peut-être qu'il faudrait que, non pas, l'idée c'est pas de dire Pierre-Carl Pelado doit vendre Québécois, après tout, ça vous appartient, puis c'est le legs de votre famille, et on comprend ça. Mais ce qu'il disait, c'est essayons de faire en sorte que le groupe média lui, soit retiré d'une certaine manière ou tout simplement qu'on dilue. Il y avait une formule pour essayer de diluer la propriété pour qu'il puisse y avoir de nouvelles actions. Parce qu'à ce moment-là, vous devenez comme minoritaire à l'intérieur de ça. Vous avez pensé quoi de cette suggestion? Parce que je pense qu'ils ne comprennent pas le fonctionnement de l'entreprise. Tout à l'heure, on a parlé de la convergence. C'est une des raisons pour lesquelles le groupe aujourd'hui est encore très prospère. Et c'est probablement également la raison pour laquelle les autres groupes médias se sont mis dans cette perspective-là. On pense à Comcast, le plus gros câbleau distributeur américain, qui est propriétaire de NBC. Puis les Allemands, c'est pareil avec Bertelsmann. Donc, on n'échappe pas ou sinon on disparaît. Donc, si vous coupez la poire en deux, si vous faites en sorte qu'il n'y ait pas cet appariement, cette dynamique-là entre le groupe de télécommunications et le groupe des médias, mais ce qui risque de se produire, c'est que vous allez affaiblir ou l'un, ou l'autre, ou les deux. Et lorsque vous affaiblissez quelque chose, ben, comme n'importe quoi dans la vie, c'est sûr que c'est pas demain matin que ça va se produire. Mais continuez à affaiblir, puis un jour ou l'autre, ben, il va y avoir des concurrents qui vont venir, puis qui vont chercher votre marché, et donc en conséquence, fragiliser, précariser votre pérennité. Alors, on ne sera pas bien plus avancé. Mais là, si je vous suis, ça veut dire que vous, ce que vous êtes prêt à faire comme contrainte, on pourrait mettre ça entre guillemets, c'est donc de faire en sorte que ce soit en fiducie sans droit de regard. Ça, c'est la loi d'ailleurs. Oui. La loi qui pour le Conseil des ministres et où le premier ministre s'engage ou s'oblige, est obligé de faire ça. Ce qui n'est pas le cas par contre pour le chef d'un parti politique, qu'il soit chef de l'opposition, de la première opposition, de l'opposition, chef de la deuxième opposition. Mais même avec une fiducie sans droit de regard, vous ne pensez pas qu'un journaliste qui appartient au groupe média de Québécois
pourrait avoir tendance, des fois, à en donner plus que le client demande, c'est-à-dire de faire pratiquer ce qu'on appelle l'autocensure, de se sentir peut-être obligé d'aller dans telle ou telle direction en se disant, bien ça, c'est l'esprit général du patron ou de l'entreprise. Moi, je crois pas ça, non. Mais peut-être que ça existe, mais aller faire la preuve de ça maintenant, t'sais. On pourrait faire la preuve inverse. Il y en a qui vont dire je vais leur montrer, moi, que je suis indépendant. T'sais. Puis je vais y aller sur mon boss. J'ai vécu sur moi à un certain moment. Regarde, du soir, puis cette communauté journalistique, là, ça fait. Il y a un esprit de corps. Hein? Confrérie. Confrérie, hein? Alors, ça se produit, ça aussi. Mais sachant que peut-être. Aussi curieux que ça puisse paraître. Comme patron, vous allez peut-être revenir, disons que vous revenez ensuite. Mais dites-moi, là, mettons, oui, là, je reviens comme patron, puis je vais arriver, là, puis je vais dire, hey, te souviens-tu de l'article en 2016, là, puis je vais te congédier. Pas nécessairement ça, mais sachant que vous pouvez revenir, peut-être que ça peut comme créer un certain climat. Mais moi, je pense que je suis certain que les professionnels se savent protéger, savent qu'il y a une convention collective et en même temps aussi l'histoire de Québécois, puisque ça n'a jamais existé, il n'y a pas de raison que ça existe. Puis moi, je me suis fait planter là, dans les médias, là, souvent dans ma vie, là, et tellement que, excusez-moi l'expression, je suis habitué, je suis inoculé. Là, ça a commencé bien jeune, puis ça fait bien longtemps, puis pas juste dans la presse, ici dans les médias francophones, là, les médias anglophones. Quand on a contrarié M. Rogers dans l'achat de Vidéotron, la presse de Toronto, là, ça n'avait pas particulièrement apprécié. Là. Fait que le Globe and Mail, je me retrouvais souvent dans le cahier, le Report on Business. Là, et c'était pas nécessairement toujours avec les plus belles qualités, les meilleurs attributs. Alors, maintenant, vous les côtoyez davantage. Ça, vous savez, c'est ridicule parce que si vous avez décidé, comme moi, j'ai fait le choix d'aller en politique, mais c'est certain qu'on va se faire critiquer. D'ailleurs, j'étais critiqué même avant d'être en politique. Hein. Ça n'a pas changé grand-chose. Hein. Depuis votre entrée en politique, vous les côtoyez davantage, les journalistes? Oui, pas mal. Ouais, des scrums, là. J'avais des scrums avant, mais j'ai jamais eu autant des scrums aussi. C'est la question que j'avais pour vous. Avez-vous été surpris de la façon dont les journalistes travaillent? Particulièrement dans le milieu politique. Oui, j'étais surpris. Ça vous a vraiment surpris? Oui, j'avais pas cette expérience de scrum politique, là, mais c'est parce que, bon, vous savez comment on les appelle, là, c'est pas moi, c'est la meute, c'est une meute, là. Alors, je n'avais pas eu cette expérience-là, maintenant je l'ai. C'est pas nécessairement toujours simple. J'en ai fait des scrums. On sort du CRTC, on fait des ci, on fait des ça, mais pas. Puis ce sont des scrums qui ont des missions différentes. C'est ponctuel, alors que là, c'est institutionnalisé. Non, c'est quelque chose, c'est une expérience. Mais est-ce que ça vous est arrivé d'être irrité par ça, d'être fâché ou de ne pas comprendre L'expérience n'était pas nécessairement toujours bien agréable. Okay. Mais ça fait partie du métier et puis donc en conséquence, je pense que tu es obligé, on ne passera pas à côté, c'est ça, ça fait partie de la game. Est-ce que c'est une expérience merveilleuse? Je dirais pas nécessairement, mais on ne fait pas nécessairement tout ce qu'on aime aussi. Surtout quand tu conduis, moi je pense que ça se fait pas, je sais que ça a fait parler beaucoup, mais il y a des endroits où est-ce que je pense on devrait laisser la vie privée. Les politiciens aussi ont droit à leur vie privée. Et s'il n'y avait pas de lieu et d'endroit pour avoir accès aux politiciens de la part des gens dans le domaine des médias, je me dirais là, à ce moment-là, c'est possible et c'est probable et même éventuellement c'est justifié. Mais c'est pas le cas. Et moi, je me rends disponible, je suis là, justement, j'ai fait des scrums, et parce que je considère que ça fait partie de cette mission d'informer le public et le politicien, entre guillemets, aussi, d'avoir accès au secteur de l'information pour véhiculer ces messages et répondre aux questions qui peuvent légitimement naître là, de la population. Donc, dans ce sens-là, je ne dis pas que le journaliste est le porte-parole de la population, mais il est le véhicule qui permet justement aux citoyens d'être adéquatement informés. Plusieurs journalistes aussi craignent, on revient un peu à une question au départ dont on a parlé, que votre bilan en matière de relations de travail, c'est pas de bon augure.
c'est un peu comme si le personnage, outre les questions de la mutation accélérée des médias dont on a parlé, que le personnage que Pierre-Carl de Péladeau représente, c'est aussi celui qui a été responsable de ces lockouts chez Vidéotron, Journal de Québec, Journal de Montréal. Et ils ont l'impression que c'est peut-être pas de bon augure. Comment vous répondez à ça? Bien, écoutez, je pense qu'il faut, en bon journaliste, rentrer dans les détails. Là, vous avez parlé de Vidéotron, un lockout. Oui, c'est un lockout, mais qui a été surtout et avant tout précédé d'une grève. Et en matière de télécommunication, c'est le Code canadien des relations de travail qui s'applique. Et si on n'avait pas déclenché de lockout, ben, on aurait pu revenir au travail. Et c'est sensible, l'Internet, c'est sensible, les télécommunications. Et malheureusement, on l'a constaté par la suite, ben, il y a eu beaucoup de sabotage et les câbles ont été coupés. Et en ce moment-là, il y a quand même un devoir de la part de la direction de protéger ses actifs et d'assurer les services. Alors, c'est malheureusement ce qui s'est produit. On n'aurait pas souhaité, mais que tous les qu'on fasse, ils ont décidé de déclencher la grève. Alors, est-ce qu'ils voulaient tester le nouveau propriétaire, le nouveau modèle? Il faudra demander alors, à ce moment-là aux organisations syndicales. Mais la contrepartie de la grève, c'est le lockout et aussi et surtout, je dirais, la responsabilité des dirigeants. Et c'est d'autant plus vrai en plus de ça que, comme vous le savez, à l'époque, c'est moins vrai aujourd'hui parce qu'il y a une transaction qui a fait en sorte que la participation de la Caisse de dépôt a diminué, mais 45% du capital était détenu par la Caisse et donc par les épargnants. C'est d'autant plus, alors en ce moment-là, je dirais, c'est pas juste l'argent des actionnaires de Québécois, mais c'est l'ensemble des actionnaires, dont notamment. Donc, exactement. Donc, les responsabilités sont encore davantage élargies. Alors, ça s'est avéré dans une histoire de monopole, parce que les câbleaux distributeurs avaient des monopoles et la préoccupation là, de leur clientèle, je ne dis pas qu'elle était inexistante, mais c'était probablement pas nécessairement ce qui était prioritaire. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai qu'on n'appelait pas ça des clients, on appelait ça des abonnés. T'es abonné, t'es des abonnés. Bon, la concurrence est arrivée, notamment par le satellite, puis c'était pas n'importe quelle concurrence, c'était Bell. Bell, c'est quand même une entreprise qui faisait 7 milliards de bénéfices d'exploitation par année. Et nous, on était dans une situation délicate avec un bilan difficile après une transaction qui avait fait couler beaucoup d'encre et donc en conséquence, il fallait changer la culture d'entreprise. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, les 7 dernières années ou 8 dernières années, Vidéotron a été choisi parmi l'entreprise de télécommunications favorite des Québécois et c'est pas des emplois qui ont été coupés, au contraire, ce sont des milliers qui ont été créés, notamment par la téléphonie sans fil, l'accès Internet. À l'époque, on n'avait pas de téléphonie filaire. C'est en baisse aujourd'hui, mais à une certaine époque, ça a été en croissance et ça aussi, ça a permis justement aux Québécois d'avoir des concurrents, parce que ça n'existait pas, il y avait juste Bell, puis les prix ont baissé, c'était pour la première fois, je disais ça quand j'étais aux affaires, la première fois de l'humanité que le téléphone diminuait, le prix du téléphone diminuait, mais ça a été une véritable réalité. T'sais. Mais reste que cette image-là... Puis pour les journaux, ben là, ça... Cette image-là, vous en voyez un petit peu à la peau. Ah ben oui, mais c'est la responsabilité aussi qui échoit à un PDG, parce qu'il y a une autre façon de gérer aussi. C'est de dire, bon, mais très bien, on va continuer, puis quand on va perdre de l'argent, ben on va fermer la shop. Moi, je pense que c'est irresponsable, et c'est d'autant plus irresponsable en ce qui me concerne qu'il se serait agi du Journal de Montréal. C'est-à-dire, c'est plus qu'emblématique pour moi. C'est ce qui a été à l'origine du succès de Québécois, fondé par mon père en 64. Moi, je serais le fossoyeur de Québécois, ou du Journal de Montréal, en l'occurrence. Ça ne fait pas se produire, ça. Alors, bon, ben, je me suis assis avec eux, puis j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? La semaine de 4 jours, ça ne peut plus exister. Les remplacements obligatoires en temps double par des chefs de pupitre qui doivent être remplacés lorsqu'ils se déclarent malades. Il y avait tristement, parce que ça c'est... Puis moi, je veux bien là, qu'on puisse partager les fruits de la croissance, mais c'est vrai aussi, alors à ce moment-là, lorsqu'on est en décroissance, tout à l'heure, on parlait des photographes. Hein.
Et avec la technologie, on était capable dorénavant de prendre des photos. Non, tu sais, toi, t'es photographe, toi, t'es ci, toi, t'es ça. Il y avait un cloisonnement. On ne voulait pas évoluer. On ne voulait tellement pas évoluer que, bon, on se demande même des fois si c'était pas souhaité le conflit parce qu'un grand nombre d'entre eux avaient mis leur épargne ou avaient cotisé dans un fonds de grève durant les 25 années précédentes, puis ils savaient fort bien éventuellement que l'employeur leur donnerait une prime de départ. D'ailleurs, c'est ce qui s'est produit, des primes de départ extrêmement généreuses. Autant on savait dans l'industrie que les salaires, c'est encore vrai aujourd'hui, payés par les quotidiens de Québécois étaient les plus élevés, autant également aussi quand je vois ce qui se passe dans l'imprimerie, les primes de départ de ceux qui sont appelés à quitter, ben, elles sont extrêmement généreuses. Hein. Puis bon, moi j'ai eu cette expérience-là, mais cette responsabilité de faire en sorte, parce que c'est pas juste une salle de rédaction, il y a comme, tu sais, les journalistes, là, ils se pensent des fois un petit peu seuls au monde, là, mais il y a des vendeurs de publicité, il y a des gens qui distribuent, il y a des gens qui impriment le journal, donc il y a d'autres emplois aussi qui sont reliés à une salle de rédaction, il n'y a pas que de la cueillette d'informations, mais ça, on dirait que c'est comme pas important. Mais pour un dirigeant d'entreprise, ce l'est extrêmement important d'assumer l'ensemble des responsabilités, pas juste la salle de rédaction puis l'information, mais l'ensemble des autres composantes d'un média. Il y a des journalistes qui disent que vous faites plus de choses sur Facebook que de les rencontrer sur une base régulière. Est-ce que c'est pour le compte? Non, je pense que je fais les deux. Je fais même les trois parce que Facebook, ça donne l'occasion aux militants aussi de me suivre. Alors, je fais des assemblées avec des militants. Vous savez probablement, donc, je viens de terminer une petite tournée en Gaspésie, Bas-Saint-Laurent. Je vais en faire une la semaine prochaine aux îles de la Madeleine, encore la Gaspésie, Côte-Nord, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Abitibi. Donc, on les rencontre. Mais comme on ne peut pas toujours, tout le temps les rencontrer, ben, c'est ça aussi qui est intéressant. La technologie vous donne l'occasion de rester en contact avec eux. D'une part, parce que vous communiquez avec eux, et d'autre part, ils communiquent avec vous parce qu'il y a ce facteur d'interactivité qui leur permet aussi de transmettre des commentaires, ce qui est très, très intéressant. C'est vrai, la même chose pour un blog aussi. Mais bon, Facebook étant une marque, là, et c'est tout récent de ma part d'avoir connu ça. Et je fais des médias, comme pas plus tard que ce matin, on avait un caucus à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et quand je suis arrivé, contrairement à hier, ben, il y avait quelqu'un qui était scrummé. Il y avait mon collègue Jean-François Lisée. Des fois, c'est plus long que prévu. Alors bon, ben, je suis rentré prendre un café et quand le scrum de Jean-François Lisée eut été terminé, ben, mon collègue m'a dit qu'il souhaitait me rencontrer. Je suis donc sorti de la salle et je suis allé répondre aux journalistes, aux questions des journalistes. Donc, je dirais que c'est un équilibre. C'est un équilibre entre les militants, un équilibre avec les médias, et un équilibre avec des outils qui vous permettent d'avoir un accès aussi direct avec, avec la population. Donc, dans ce sens-là, je dirais que c'est équitable. Il n'y a pas une seule et unique perspective qui était celle qui existait antérieurement, c'est-à-dire le passage presque quasi obligé de l'accès à la population par les médias. Bon, ces véhicules-là se sont multipliés. Une dernière question. Le Conseil de presse du Québec, est-ce que vous voyez qu'il y a un rôle à jouer ou pas? Vous savez, le Conseil de presse, moi, à l'époque, donc, je sais qu'il y a un paquet de monde qui ont dit un paquet d'affaires, mais la chose était quand même assez simple. Alors, ils se disent un tribunal d'honneur. Hein? Je pense que c'est ça, tribunal d'honneur. Parfait. Ben, dans le tribunal d'honneur, il y a quand même tribunal. Ouais. On est d'accord? M. de la Palisse n'aurait pas dit mieux. Alors, un tribunal, ben, c'est assujetti aussi à un certain nombre de contraintes. Notamment parce qu'il est censé rendre la justice. Et la justice, elle s'accompagne de procédures. Pas pour rien que devant les tribunaux, il y a une affaire qui s'appelle le Code de procédure civile, le Code de procédure pénale. Or, il n'existe pas, je dirais, de respect à l'égard des procédures au Conseil de presse.
c'est un petit peu aléatoire. Et j'ai trouvé ça d'autant plus surprenant qu'à l'époque, quand même, lorsque John Gomery était le président, lui-même, issu de la magistrature, devait savoir que si nous voulons que justice se fasse, il doit aussi avoir apparence que justice soit faite. Et cette apparence de justice passe par l'existence de procédures. Or, il n'en existe pas. Tout ça pour dire que, moi, la position de notre groupe à l'époque, c'était pas de dire on est contre le conseil de presse, mais nous serions plutôt pour le conseil de presse si lui-même, le conseil, était assujetti à un certain nombre de procédures pour respecter l'équité. Donc, il y a des témoins, vous avez le droit de les interroger, des contre-interroger. Ce qui n'est pas le cas, ça n'existe pas. Alors, à ce moment-là, ou bien il change, puis il implique des procédures, ou bien il ne s'appelle plus tribunal d'honneur. Et là, s'il ne s'appelle plus tribunal, je ne sais pas comment il va s'appeler, mais ça va être certainement autre chose que ce qu'il prétend être aujourd'hui. Et ça, vous seriez prêt à faire en sorte que ça moi, c'est pas moi. Dans ce sens-là. Moi, je ne suis plus là. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en étant au gouvernement, le jour où vous êtes au gouvernement, est-ce que c'est le conseil de presse, avec les dispositions dont vous parlez, pour avoir un rôle à jouer? Écoutez, je me posais la question. Je pense pas que... Je ne sais pas si on pourrait légiférer sur cette question-là. Honnêtement, je ne me suis jamais posé la question. Mais au moins tenter de résoudre les problèmes que vous avez. Mais je pense qu'on ne pourrait pas légiférer parce qu'il existe le droit commun. Si les gens, le droit civil, considèrent qu'ils ont subi un préjudice, tout le monde a le droit de s'adresser aux tribunaux pour faire valoir ses droits, sa perspective. Alors, est-ce qu'on pourrait mettre des couches supplémentaires? Honnêtement, je n'ai jamais pensé à ça. Mais compte tenu du fait que les citoyens sont protégés, est-ce qu'on les protégerait doublement parce que la presse aurait un régime différent du régime des autres relations que les citoyens peuvent avoir avec d'autres institutions? Ça requerrait certainement une longue réflexion. Peut-être même un débat. Voilà. On pourrait faire un débat sur le débat. Merci beaucoup. Je vous en prie, ça me fait plaisir.